Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Explo de vous offrir une occasion, les jeunes, d'explorer certains métiers, certaines professions afin de vous guider puis vous éclairer par rapport à votre processus de choix scolaire et professionnel. Et je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous. Si les jeunes à la maison, vous avez des questions spécifiques pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et puis tout au long de l'entrevue, nous tenterons d'y répondre avec plaisir. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui pour la semaine thématique des sciences. Donc, Monsieur Martin Cyr, qui est ingénieur biomédical. Bonjour, Monsieur Cyr. Bonjour tout le monde. Et tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation, puis de partager aux jeunes votre passion pour votre belle profession. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez accepté, pourquoi est-ce important pour vous de vous adresser à la jeunesse? Pour moi, c'est important, puis je m'implique beaucoup là, dans le mentorat parce que quand je me mets un petit peu, il n'y a pas si longtemps que ça à votre place, de réfléchir où on veut aller, notre métier, ça peut être une période aussi intense en termes de réflexion et d'incertitude. Puis moi, j'aime beaucoup ce que j'appelle mettre la table puis montrer les différentes facettes, puis que ça permet aux gens aussi de cheminer dans leur réflexion. Puis dans le meilleur des cas, les gens décident de faire une profession en génie biomédical et on est bien heureux. Puis sinon, ben, ça vous donne une meilleure idée quand même de ce que ça implique. Puis ça vous permet de cheminer dans votre réflexion, puis c'est bien correct. Donc, moi, j'aurais aimé ça avoir cette opportunité-là à mon époque d'avoir toutes ces plateformes-là pour alimenter la réflexion. Donc, pour moi, c'est un peu ma motivation de m'impliquer. On espère effectivement que l'entrevue d'aujourd'hui va pouvoir guider les jeunes, puis effectivement que ça confirme ou que ça infirme un choix de carrière. C'est positif dans les deux cas. Donc, là-dessus, on a hâte d'en apprendre plus sur votre quotidien. L'ingénierie biomédicale, c'est quoi plus globalement? Là, je vous laisse y aller. Oui. L'ingénierie biomédicale, c'est quand même un domaine assez jeune de l'ingénierie. Si on compare les domaines assez bien établis, génie électrique, génie civil pour bâtir des ponts et des routes. Donc, le génie biomédical, c'est l'application des sciences, la santé, la physique, appliquées au milieu de la santé. Puis ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu, c'est qu'il y a tellement de possibilités en génie biomédical et de secteurs d'activité que c'est certain qu'on peut trouver une niche puis une passion qui reflète notre personnalité. Donc, si on est quelqu'un qui est un peu plus réservé puis qui aime ça travailler dans la recherche, les algorithmes, c'est quelque chose qui est possible. Puis si c'est un peu mon cas, vous aimez vraiment ça, comme dirait un jeune récemment, être descotché de votre écran puis aller sur le terrain puis travailler en équipe, bien, il y a tout cet éventail de possibilités-là qui est possible. Mais à la base, l'idée, on n'est pas des soignants, on n'intervient pas en première ligne, mais on travaille avec toute une équipe multidisciplinaire pour donner des outils puis avoir de la technologie qui évolue assez rapidement là, dans les dernières décennies pour finalement améliorer la condition de vie des gens. Puis on est un petit peu partout, là, en industrie, en hôpitaux, etc. Donc, alors, c'est pas les options qui sont manquantes là. Dans votre domaine professionnel, les possibilités sont quasi infinies. Et je pense justement que vous avez préparé une belle présentation à nous présenter. Donc, je vous propose qu'on parte avec le partage d'écran. Parfait. Donc, effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de la carrière, ben, on peut aussi changer un petit peu de profil ou de secteur d'activité. Puis c'est un peu ce qui m'est... C'est bon? C'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est un peu ce qui m'est arrivé à l'époque. J'ai cheminé dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, ce qui est le fun, comme je vous disais, on peut travailler en équipe avec des projets ciblés de façon individuelle. On peut arriver de plusieurs profils. Vous pouvez avoir un intérêt en chimie, en informatique, en santé, en mécanique, puis arriver dans le milieu du biomédical. On a quand même des bonnes conditions de travail où on n'a pas du temps supplémentaire imposé. On a l'occasion de voyager. On peut faire des carrières de chercheurs, de dirigeants, d'entrepreneurs. Là, présentement, je suis plus dans un poste de direction. Puis, on peut travailler dans un paquet de secteurs d'activité, les hôpitaux, les entreprises, le ministère de la Santé. Puis, j'ai même
une collègue qui a décidé de dévier vers le domaine bancaire avec les connaissances acquises. Donc, c'est pas rare qu'on voit des gens aussi qui utilisent. Et si vous avez même envie d'être une vedette de cinéma, rien de moins, on a un collègue qui est professeur polytechnique qu'on appelle affectueusement le Seigneur des nanos, parce qu'il guide des nanoparticules dans le corps humain avec la résonance magnétique, ce que vous voyez en arrière-plan. Puis dans les particules qui guident, il y a des médicaments qui vont aller agir au centre de la tumeur pour vraiment détruire le problème à la source. Donc, Sylvain, c'est un exemple où il ne fait pas ça tout seul dans son laboratoire. Là. Il a travaillé avec des gens qui connaissent la chimie, avec des gens, des médecins, des biologistes, dans un paquet de beau monde. Donc, ça l'explique bien que c'est le travail d'équipe occupe quand même une grande place dans l'ingénierie biomédicale, là, le fait justement qu'on n'est pas expert dans tout puis qu'on a besoin, entre autres, là, des professionnels en chimie, en physique, etc. Tout à fait. Puis, disons qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité parce que les problèmes sont tellement complexes dans le milieu de la santé. Il y a des problèmes de l'ordre de la biologie, de l'ordre de la mécanique, et une personne à elle seule ne peut résoudre un problème aussi complexe. Donc, il faut vraiment mettre les équipes ensemble là, pour faire des choses importantes. Donc, ce que je vous montre présentement, c'est les quelques profils d'ingénieurs biomédicaux. On en a en recherche. Je viens de vous donner un exemple là, avec Sylvain Martel. On en a qui travaillent en industrie, dans les compagnies, pour développer les équipements médicaux, les instruments. Donc, vous voyez ici une salle d'hémodynamie pour aller intervenir au niveau du cœur, mais ça prend des ingénieurs qui développent ces équipements-là. Avec la recherche, on fait aussi de l'enseignement. Il y a beaucoup de gens aussi en génie conseil, donc qui vont aller conseiller les gens parce qu'ils manquent d'expertise dans les différents secteurs. Donc, au lieu de se faire engager par une entreprise, ils portent à leur compte en génie conseil. Moi, je suis actuellement dans un poste de gestionnaire, de directeur, donc je fais moins de la technologie, mais je dirige les équipes qui utilisent ces technologies-là. Puis, un autre gros morceau, c'est l'ingénieur en milieu hospitalier. Donc, on a à gérer un parc d'équipements médicaux. Il faut que ça soit géré de façon sécuritaire parce que c'est ça l'évolue. Puis, les gens qui utilisent les équipements, il faut qu'ils soient formés. Donc, ça, c'est vraiment les grands profils d'ingénieurs biomédicaux qu'on retrouve actuellement. Donc, une salle d'opération comme ça, si je comprends bien, il y a un ingénieur biomédical derrière qui a permis les avancements technologiques, là, puis en arriver à une salle comme ça opérationnelle. Tout à fait. Puis, je peux vous montrer pour un ingénieur biomédical qui travaille dans un centre hospitalier. Je vais juste arrêter mon partage. Je vais vous amener à l'époque où je travaillais au CHU Sainte-Justine. J'avais fait un petit tournage qui explique vraiment là, en une minute ou deux qu'est-ce que concrètement un ingénieur biomédical fait dans un centre hospitalier. Donc, je vais m'assurer de partager le bon écran. Bougez pas 2 secondes. OK. Souvent, on va imaginer tout de suite les médecins, les infirmiers. Mais pour faire fonctionner un hôpital, là, ça prend beaucoup de gens avec toutes sortes de formations. Et tu as décidé de mettre sous les projecteurs un métier dont on n'entend pas beaucoup parler. Exactement. C'est les ingénieurs biomédicaux travaillent dans l'ombre auprès des patients, aussi auprès des équipes médicales pour un peu adapter ou créer des nouvelles technologies qui vont répondre à des besoins des patients. Le cas de Martin Cyr, lui, c'est un ingénieur qui est diplômé de Polytechnique puis qui travaille à l'hôpital Sainte-Justine, donc auprès des enfants. Et il est très actif dans tous les domaines de l'hôpital, dans plein de cellules. Donc, c'est super intéressant de le voir travailler. Parfait. Donc, allons rencontrer Martin Cyr. Alors, un ingénieur biomédical dans un centre hospitalier est responsable de gérer le cycle de vie complet des technologies, de faire les bons choix technologiques et de s'assurer de l'entretien complet des technologies jusqu'à la désuétude où l'équipement peut devenir dangereux. Et tout ça se fait en collaboration avec des équipes multidisciplinaires.
En néonatologie, c'est une unité qui est très critique. On a des prématurés qui sont très précaires, le système immunitaire très précaire, et donc ils ont pas tous leur système à maturité. Par exemple, leurs poumons, ils ont besoin de ventilation pour les aider à respirer. Et là, avec les inhalothérapeutes et les médecins et les techniciens biomédicaux, c'est de justement supporter des équipes cliniques en intégrant de la technologie dans les soins. Parce que la pire chose qu'on puisse faire, c'est mettre de la technologie qui n'est pas en adéquation avec les besoins cliniques. Ce qui me passionne le plus dans mon métier, je pense, c'est le côté noble du métier. On essaie d'améliorer les conditions de vie des gens. Et ce qui me passionne vraiment, c'est de travailler avec des équipes et découvrir des métiers, des expertises que lorsqu'on les met ensemble, donnent des résultats assez intéressants. Voilà concrètement ce que ça peut donner là, dans un hôpital. Wow, vraiment, félicitations pour votre travail. Là, vraiment, ça doit être extrêmement valorisant de contribuer comme ça à la santé des tout-petits. Là. Ça m'impressionne vraiment. Chapeau. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un métier aussi qu'on dirait de l'ombre. Là. Les gens, quand ils viennent dans les hôpitaux, ne réalisent pas tout ce qu'il y a en arrière de ça. Là. Mais puis, c'est vraiment aussi un aspect aussi de la sécurité. Je vais vous donner un autre petit exemple là, qui est un petit peu frappant. C'était un collègue qui est professeur à Polytechnique. Lui, dans le fond, M. Savard de son prénom, je vais juste avancer, attendez un petit peu, je vais juste avancer un petit peu ici. Dans le fond, à une certaine époque, la police utilisait des pistolets à impulsion électrique, plus communément appelés des taser guns. Pierre Savard de l'Institut de génie biomédical, lui, sa spécialité, c'était en électrophysiologie. Il comprenait bien comment l'électricité circule dans le corps. Puis quand il s'est mis à étudier en laboratoire ces pistolets-là, puis à les modéliser, il s'est aperçu qu'il y avait certains modèles, le X26, pour ne pas le nommer, là, qui avaient un enjeu de sécurité électrique, qu'il y avait des gens qui décédaient. Donc, lui, il a vraiment fait le lien entre la physique, l'électricité, puis la physiologie du cœur. Puis finalement, la conclusion de tout ça, c'est que le pistolet a été retiré de la circulation par la police, là, mais ça a pris quelques itérations et quelques discussions avec les autorités. Disons, ça a fait bouger les choses du bon côté. Puis un autre exemple que je voulais vous montrer, attendez un petit peu. Oui, c'est notre ami. C'est un exemple d'actualité. Un autre collègue, notre ami Frédéric Leblond, qui est aussi un autre prof à Polytechnique. Puis je vous parlerai tantôt là, que le génie biomédical se donne dans différentes institutions, mais là, je vous parle de Polytechnique, c'est un petit peu sentimental, c'est de là que je viens. Donc, Frédéric, lui, il utilise l'imagerie optique. Donc, au bout de la sonde, il y a de la lumière qui va aller interroger un tissu. Puis, il va écouter ou voir comment la lumière revient ou rebondit. Puis, la lumière, elle a une signature spectrale dans son signal, dépendamment si elle frappe un tissu du cerveau qui est sain ou un tissu d'une tumeur. Les deux n'ont pas la même caractéristique spectrale, donc il est capable de détecter pendant une chirurgie, un chirurgien qui va enlever une tumeur, est-ce qu'il en reste encore avec ce type de technologie-là? Puis récemment, il vient de l'appliquer, puis il est en projet de recherche pour faire des dépistages par la salive pour détecter la COVID. Dans le fond, c'est qu'il prend la même chose. Au lieu de mettre un cerveau, il prend un échantillon de salive, puis une salive qui est chargée avec un virus comme la COVID-19 va réfléchir une onde qui est différente de la salive normale. Donc, ça a beaucoup d'avantages par rapport aux tests conventionnels qu'on connaît, là, de mettre l'écouvillon dans le nez. C'est le genre de recherche aussi qui se fait. C'est vraiment fascinant. Je me questionne, en fait, pour en arriver à des avancées scientifiques, technologiques, comme vous venez de présenter, c'est des travaux qui durent sur une période de combien de temps là, pour en arriver à des nouvelles technologies comme ça? Oui.
Ben, on parle facilement là, d'un cycle de 7 à 10 ans parce que le milieu de la santé, particulièrement les instruments médicaux, c'est très encadré par la loi et normé. Oui. Là. Vous et moi, on ne pourrait pas se partir une entreprise dans le sous-sol puis se mettre à vendre ça. Donc, il y a des études cliniques à faire. Puis avant de faire des études cliniques, il faut démontrer le potentiel puis la faisabilité. Puis après ça, c'est comme développer un médicament. Il faut recruter des patients. Puis il faut le soumettre aussi aux autorités réglementaires de Santé Canada. Puis ce bout-là aussi peut prendre du temps. Puis, fait qu'on parle facilement de 7 à 10 ans. Puis, il y a des belles initiatives en cours qui cherchent à raccourcir ce cycle de développement-là. Donc, j'ai un ancien collègue, un collègue de travail, Carl-Éric Aubin, qui a fondé l'Institut TransmedTech. Vous pourrez chercher ça sur l'Internet. Mais l'idée, c'est de mettre tout ce monde-là en amont du développement des processus des équipements médicaux pour gagner du temps. Donc, si on a les gens qui s'occupent des affaires réglementaires au début, bien, ils vont nous pister tout de suite, faites attention à ça. Puis si on met des gens qui utilisent la technologie aussi dans le développement de la technologie, bien, on accélère le cycle. Là, on est rendu à des cycles qui frôlent peut-être les 5 ans. Puis en temps de pandémie, bien, on est un peu plus créatif. Puis il y a aussi, il y a aussi des éléments facilitateurs. Puis, selon vous, quelles seraient les qualités requises là, pour exercer comme ingénieur biomédical? Bon, c'est certain qu'à la base, il faut aimer les maths, la science, la physique, là, parce que dans le cursus académique à l'université, parce qu'on parle là, vraiment de parcours académique, c'est clair qu'il va y avoir de la physique, des maths. Donc, si ça, en partant, on va dire comme ça vous lève le cœur, c'est peut-être pas un domaine pour vous. Donc, puis ça prend un profil de quelqu'un qui est curieux, puis il faut aussi faut mettre les efforts, faut pas se cacher, là, mettre les efforts, puis fait il y a au niveau du baccalauréat, puis après on peut poursuivre au niveau de la maîtrise et du doctorat, puis il existe aussi des programmes là, accélérés de bac maîtrise intégrée où il y a un passage plus rapide pour les gens qui savent, qui veulent vraiment pousser à aller plus loin vers les études supérieures. Les études supérieures étant nettement souhaitables si on désire poursuivre une carrière de chercheur. Et sans nécessairement qu'on souhaite devenir chercheur puis développer justement des nouvelles avancées scientifiques, technologiques, est-ce qu'on peut quand même travailler comme ingénieur biomédical sur des technologies déjà utilisées? Oui, tout à fait. Ben, en milieu hospitalier, nous, on fabrique peu de technologies, mais on les intègre, puis on s'assure que quand on les met en déploiement dans l'hôpital, ils sont bien utilisés. Dans l'industrie, les gens qui développent des instruments ou des logiciels n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un doctorat. Donc, il y a beaucoup de possibilités, effectivement. Là, mais si vous êtes vraiment sur le profil chercheur, bien, inévitablement, vous allez aller vers des études supérieures. Mais oui, il y en a des possibilités. Là. Donc, pour les jeunes à l'écoute, une fois que vous avez complété votre diplôme d'études secondaire, on fait sa demande d'admission au collégial dans un profil sciences-nature où est-ce que là, on va aller pousser au niveau de la physique, des mathématiques et ensuite, bien, on fait sa demande d'admission à l'université pour rentrer là, au baccalauréat en génie biomédical, qui est une durée de 4 ans, si je ne me trompe pas, au niveau du baccalauréat. 4 ans au baccalauréat, exact. Puis, ce que je disais en introduction aussi, le baccalauréat, c'est assez récent. C'est un programme qui est offert depuis peut-être un peu moins de 10 ans. Moi, quand j'étais à l'université, ça n'existait pas. Donc, puis c'est assez contingenté. Là, la cote R frôle les 32. Là. Donc, s'il y a un enjeu pour rentrer au niveau du baccalauréat, vous pouvez toujours, comme moi je suis entré avec un baccalauréat en génie physique, puis j'ai poursuivi la maîtrise avec le génie biomédical. Mais vous pouvez arriver avec un bac en génie mécanique, puis poursuivre en génie biomédical. Puis voilà. Puis en génie mécanique, je vais juste vous montrer un petit exemple assez intéressant, là. C'est mon collègue Carl-Éric Aubin, là, qui est professeur puis fondateur de l'Institut TransmedTech. Lui, ce qu'il a développé en... Oups, je ne sais pas si on voit la... Je pense que je n'ai pas partagé la bonne fenêtre. Hein, un petit peu.
Voilà. CG. Donc, Carl-Éric, lui, c'est un ingénieur mécanique à la base. Dans le fond, lui, il s'intéresse au phénomène de scoliose chez les jeunes enfants. Puis, à l'époque, quand on fabriquait des corsets, c'était un petit peu, on dirait ça en mauvais français, one size fits all. Puis là, ce qu'il a développé avec des modèles d'éléments finis, c'est qu'on peut scanner la surface du patient, on peut avoir de l'imagerie de sa colonne, puis on est capable par ordinateur d'aller fabriquer un corset qui est vraiment adapté à la personne, puis de voir les points de pression sont où, puis là où il n'y a pas de point de pression, ben, on n'a pas besoin nécessairement de mettre du matériel, donc ça devient plus confortable à porter. Puis la beauté dans tout ça, il est capable, à l'aide de ces simulations, dans 5 minutes, de dire quel va être l'impact ou le résultat de la croissance de la colonne dans 5 ans. Donc, on est capable d'ajuster des modèles rapidement avant même de le construire. Donc, ça, c'est un exemple d'un profil de quelqu'un qui arrive en génie mécanique, mais qui décide d'appliquer le génie mécanique au biomédical, tout comme je vous ai montré tantôt, l'utilisation de l'électricité sur le corps, ben, on peut arriver du génie électrique aussi. Ça, je pense que c'est vraiment un point positif de votre domaine en ingénierie de façon globale, c'est qu'il y a toujours place à l'amélioration puis aux découvertes. Donc, c'est pas les nouveaux projets qui manquent. Si on a l'esprit d'analyse, la curiosité, puis qu'on a envie de pousser plus loin, et il y a tout plein d'avenues là qui sont encore à découvrir. Ça, c'est vraiment un plus. Tout à fait, là. Puis pour ceux qui ont la phobie que ça soit monotone, toujours la même chose, là. On peut toujours s'organiser pour que ça soit monotone, que ça soit la même chose, mais l'environnement évolue tellement vite que c'est certain que ça l'évolue. Puis écoutez, naviguer des nanoparticules dans le corps humain, c'était de la science-fiction il y a 30 ans, on est rendu. Ouais. Je me questionne aussi au niveau de l'analyse de besoins. Est-ce que c'est vous, comme ingénieur, qui allez discuter avec les patients? Est-ce que c'est vous qui allez faire vos observations en milieu hospitalier puis qui vous dites après, ça vaudrait peut-être la peine de travailler sur justement la conception des corsets, ou elle vient d'où cette analyse de besoins-là avant de se lancer vers un projet? Bien, tout à fait. Puis moi, c'est l'élément clé là, qui fait que j'aime mon métier, c'est de travailler avec les gens qui ont les expertises complémentaires. Là. Donc, par exemple, pour les corsets, il faut aller parler à des ergothérapeutes, il faut aller parler à des orthésistes. Donc, dans mon esprit, c'est clair qu'un des projets comme ça ne se fait pas tout seul devant son ordinateur. Il faut aller sur le terrain, il faut observer, il faut poser des questions, puis il faut vraiment qu'on développe quelque chose qui répond à un besoin ou une problématique clinique. On ne peut pas juste inventer des équations puis avoir du plaisir que ça a l'air beau. Il faut vraiment que ça corresponde à une réalité. Puis c'est cette interaction-là qui est riche puis qui est super intéressante. Puis, je vais peut-être vous donner un autre exemple rapide. On a parlé tantôt là, de la néonatologie puis des nouveau-nés. Là. Attendez que je trouve ma petite diapo. Ouais, ça c'était ici. Dans le fond, on avait à choisir des équipements, des respirateurs. Puis pour faire une histoire courte, les prématurés, quand ils naissent, ils n'ont pas tous leur poumon à maturité, donc il faut les aider à respirer. Donc, on utilise ce qu'on appelle des respirateurs. Donc, là, on avait à choisir un respirateur pour adapter pour la néonatologie. Donc, on s'est fait un protocole de test sur banc d'essai. Donc, au lieu d'essayer le respirateur sur le prématuré puis d'essayer de lui demander, essaie de retenir ta respiration pendant 2 secondes, pas certain que la communication passait très bien. Donc, on a monté un banc d'essai avec ce qu'on voit au centre, un poumon artificiel qui simule la physiologie d'un vrai poumon. Donc, on peut simuler une obstruction, des propriétés mécaniques différentes, puis on avait un respirateur moteur qui simulait la respiration. Donc, on contrôlait toutes nos conditions, puis on mesurait nos mesures et débits. Puis, dans le fond, l'idée, c'est qu'un respirateur, quand on amorce une respiration, le respirateur a la possibilité de détecter ou de détecter notre appel inspiratoire, puis de pressuriser puis d'envoyer de l'air dans les poumons du patient. Puis en faisant ce test-là, on s'était aperçu que pour des prématurés comme ça,
il y a un des respirateurs ne détectait pas l'appel inspiratoire du prématuré. Donc, aucune air qui circulait dans les poumons. Puis ce genre de truc-là, on ne l'aurait jamais découvert si on n'avait pas fait un banc d'essais cliniques, puis qu'on ne l'avait pas fait en fonction d'une réalité clinique, puis des questions que les néonatologistes se posaient, là. Donc, 1 + 1 fait 2. Là. Il n'y a personne qui avait la réponse à lui tout seul. Ça m'amène à penser qu'une autre qualité peut-être qui serait requise pour exercer votre travail, ça serait peut-être la résilience du fait que, justement, on ne connaît pas tout puis qu'on n'est pas expert dans tout. Donc, il faut garder une certaine ouverture, j'imagine. Tout à fait. Puis, des fois, les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait. Par exemple, en milieu hospitalier, on travaille quand même dans des grandes organisations. Puis, des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, que c'est le ministère de la Santé. Fait que des fois, nous, on est prêts, on veut avancer, mais en haut, ça ne suit pas. C'est ça. Donc, il faut être un petit peu patient et résilient. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand les morceaux commencent à se mettre ensemble, puis là, la porte s'ouvre, c'est là que ça devient intéressant. J'imagine aussi qu'il faut être un excellent communicateur, vulgarisateur, parce qu'une fois que vous avez justement fait des découvertes, des tests, puis que vous voulez vendre votre produit, puis l'expliquer, faire la formation aussi associée, c'est super important là, d'être clair dans nos propos, dans nos explications. Oui, tout à fait. Là, vous avez nommé l'idée de concevoir un équipement puis qui répond aux besoins. Fait qu'il faut être capable d'entrer en interaction avec le professionnel de la santé qui utilise l'équipement, comme par exemple les respirateurs, c'est des inhalothérapeutes. Et là, ils ont un vocabulaire avec des acronymes et un dictionnaire comme ça. Là. Donc, il faut être capable de comprendre le même langage puis de traduire ça en notre langage, qui est le langage un peu plus technique. Puis, même chose quand on fait des devis d'appel d'offres ou on fait des choix d'équipement, il faut comprendre la réalité des gens. Parce qu'un équipement tout seul, oui, il y a un fonctionnement, mais l'environnement dans lequel l'équipement travaille, tout est informatisé maintenant, c'est tout un processus, comment on enregistre le patient, comment on fait le diagnostic, comment on envoie le rapport. Puis si on ne comprend pas l'informatique et le processus qui est alentour, on a beau avoir la meilleure technologie au monde, mais ça va être super difficile à utiliser. Là. Il y a un exemple de ça qu'on entend parler beaucoup dans les médias, c'est le dossier santé informatisé, le DSQ au Québec. C'est des projets de longue haleine. Il y a beaucoup de gens techniques qui travaillent là-dessus, mais quand on déploie ça dans la vraie vie, là, les médecins se plaignent, c'est difficile à utiliser, c'est pas convivial, donc il faut les impliquer au départ. Totalement. Puis, en ce sens-là également, je vais poursuivre avec une question d'Isabelle ici, qui demande, est-ce que parfois vous vous sentez dépassé par toute cette évolution technologique, toute l'informatique, parce que c'est en constante amélioration, constant changement. C'est quoi votre avis là-dessus? En fait, dépassé, je vous dirais, on est content parce que c'est des nouvelles choses, c'est de l'ouvrage, puis quelqu'un qui veut aller plus loin puis pas faire la même chose, ça offre des ouvertures. Ce qui est intéressant, qui nous aide beaucoup, c'est que oui, la technologie évolue, mais les outils qu'on a à notre disposition pour développer des choses plus complexes s'améliorent beaucoup. Là. Je pense à l'intelligence artificielle, là, de tout analyser les images, puis d'essayer de détecter une tumeur. Avant, c'était longtemps, il fallait manipuler les images, mais maintenant, on a des algorithmes, des algorithmes profonds d'intelligence artificielle qui viennent nous aider. Fait que les deux évoluent un petit peu en ce sens-là. La complexité évolue, mais les outils qu'on a aussi. Donc, ça devient, moi, je trouve que c'est un beau problème. C'est un beau problème. Puis justement, c'est motivant aussi en quelque sorte parce qu'on veut garder la cadence, puis on a comme cette envie-là toujours de se dépasser, puis de découvrir. Bien, là-dessus, M. Cyr, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Ça a passé super vite. Je tiens à vous remercier personnellement, puis au nom de Jeune Explo pour votre temps aujourd'hui. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous aider, vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Décision qui n'est pas toujours évidente, on le sait. Donc aujourd'hui, ça a été une super belle occasion d'en apprendre plus sur cette belle profession qui est l'ingénierie biomédicale. Un énorme merci. Avez-vous un dernier mot pour les jeunes à l'écoute? Je vous dirais bon courage. On va sortir de la pandémie, puis je nous souhaite une belle rentrée scolaire là, à l'automne prochain. Je pense qu'il faut être optimiste de ce côté-là.
Et bonne réflexion. On lâche pas. On lâche pas. Bonne réflexion, puis on reste motivé pour la suite. Merci encore, M. Cyr, et les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Bonne journée.